Bonjour à tous. La communication numérique sera-t-elle la clé des régionales et des départementales? Les candidats doivent-ils jouer à fond la carte du digital cette année? Quels pièges doivent-ils éviter? Alix Bicep, dirigeant de la société Smart Digit, est l'invité de Franc-Parler. Alix Bicep, bonjour. Bonjour Thierry Fenderet, bonjour à tous. Nos téléspectateurs et auditeurs vous connaissent grâce notamment aux indices de la toile sur Éclair FM TV. Tous les vendredis. Ils vont pouvoir vous connaître davantage et votre activité aussi. Jamais une campagne électorale n'aura été aussi marquée par le numérique. Ce sera vraiment un facteur clé de succès cette fois? On se rend compte aujourd'hui quand on regarde un peu la dynamique qui a été prise, ne serait-ce que par rapport au confinement, au Covid, aux restrictions sanitaires. C'est l'un des seuls canaux qui est à disposition des candidats. Ce n'est pas le seul, il y a les plateaux télé, il y a la radio. Mais en tout cas, dans cette démarche de propagande telle qu'on peut la connaître au niveau des élections, c'est aujourd'hui le seul canal que les candidats vont avoir en parfaite et totale maîtrise, comme ils avaient à l'époque avec les meetings et autres. Donc oui, la propagande en tout cas se fera sur les réseaux sociaux, elle n'aura que très peu d'autres accès. Et le digital représentera l'un des leviers clés et l'un des facteurs clés de succès. Oui. C'est un canal de propagande, ce sont des canaux de propagande sans limite. Sans limite, faut mettre Parce que la campagne va s'arrêter à un moment donné, va s'arrêter l'avant-veille sur les médias traditionnels. Ben bon, oui. Elle pourra quand même continuer sur WhatsApp. Oui, mais je tiens quand même à mettre en garde les candidats que WhatsApp est considéré comme un réseau social au même titre qu'un Facebook et autres. Et que... Vous allez arrêter les partages? En tout état de cause, il y a une différence entre un partage de militants et une prise de parole d'un candidat. Tout à fait. Autant on ne peut pas, on peut dire en militant officieusement partage telle information. Mais le candidat, lui, ne pourra plus, avec ses colistiers, prendre la parole. Quand on parle de communication politique digitale et numérique, on s'appuie justement sur quels outils précisément et sur quels canaux? Aujourd'hui, quand on parle du numérique, il y a le principal canal que l'on connaît, c'est WhatsApp. En Guadeloupe, clairement, WhatsApp est le réseau social le plus virulent, celui qui permet le plus de viralité en termes de réseau, qui permet de verrouiller des communautés, de créer du lien avec ses électeurs. Après, il y en a plusieurs autres, tels que Facebook, qui aujourd'hui, on le voit toutes les semaines avec les indices de la toile, permet de bénéficier d'une audience forte. Et on le voit bien, certaines listes, depuis quelques mois, ont pris possession de Facebook de manière très pertinente. Je ne vais pas forcément les citer, mais c'est souvent les plus petites listes qui ont su... Attention, il y en a qui n'aiment pas, petite liste. Mais en tout cas, les listes qui ont la moins forte notoriété, les listes qui débutent, j'en dirais pas les listes reconnues habituellement, les nouveaux sur la place, eux en tout cas ont tout de suite pris à bras le corps les réseaux sociaux et ont assuré une stratégie, on la voit, avec une montée en puissance progressive. Il y a une vraie stratégie derrière. Les plus grosses listes, en tout cas les plus anciens, un petit peu de mal. En tout cas, la réalité, c'est souvent la problématique du numérique, c'est un changement de paradigme. On ne va pas communiquer sur le digital comme on communique sur le traditionnel, comme on ne va pas acheter une Dacia pour les mêmes raisons qu'on va acheter une BMW. Attention. Sans critique, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis juste qu'en fonction du produit que l'on a, on adapte son comportement. Évidemment. Je vais pas, je vais manger du caviar, je ne vais pas manger la même chose que poulet grillé. Tout à fait. On adapte tout ce qu'il y a. Et on a l'impression aujourd'hui sur la communication digitale qu'il n'y a pas cette prise en considération des spécificités. La plupart des candidats reproduisent, on a pu le voir, c'est légion, des listes qui font des meetings, mais où il n'y a pas grand monde, dans le format meeting, et qui se filment en format meeting, c'est-à-dire que filmé de côté, on ne voit pas la personne de face, elle ne s'adresse pas au public en ligne. Donc oui, je crée du contenu pour les réseaux, mais est-ce que ce contenu est réellement adapté aux réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr. Et à chaque moyen de communication digitale, ça cible, évidemment, et en l'espèce, il ne faut pas se planter. Mais déjà, au-delà de chaque moyen, la segmentation de cible est un élément qui est capital.
À plus grande échelle, on en parlait tout à l'heure, on a pu le voir, ça a été la clé du succès pour les 2 dernières campagnes, voire les 3 dernières campagnes électorales aux États-Unis. Que ce soit Obama, Trump et autres, et Biden, c'est grâce à leur capacité à capter le contenu, les données sur les réseaux sociaux, à se les approprier et à porter des messages adaptés qu'ils ont réussi à pouvoir parler de manière spécifique à chaque personne, à chaque individu. Aujourd'hui, on est dans le même cas. La problématique pour un jeune de 25 ans ne sera pas la même que pour une personne de 40 ans active et un retraité de 60 ans. Et pour aller plus loin, la question aujourd'hui, principalement pour les nouveaux, n'est pas tant de faire voter ceux qui votent déjà, mais c'est la même depuis plusieurs années. Est-on en capacité à ramener au niveau des urnes des personnes qui n'ont pas voté depuis des années? Aller chercher les abstentionnistes. Les abstentionnistes. Très bien. Et à mon sens, la segmentation des réseaux sociaux peut permettre de partager des contenus différents, des approches différentes, avec une cible générationnelle qui en a marre des voitures, avec des musiques, avec des meetings dans leur quartier où ils apprennent rien. Très bien. Donc la meilleure stratégie, c'est la segmentation des publics cibles. En effet, être en capacité de savoir à qui on s'adresse. Un étudiant de 25 ans, quelle est sa problématique et qu'est-ce qu'on va lui apporter comme message. Un actif de 55 ans, quelle est sa problématique et qu'est-ce qu'on va lui apporter comme message. Quand on regarde, les contenus, ils sont disponibles. Un programme électoral est composé de différentes thématiques, est composé de différents niveaux de traitement des thématiques. Donc on est en capacité à trouver, à boire et à manger pour telle audience et telle audience. Après, il faut analyser le profil de sa cible et étudier comment lui apporter ce contenu. Ouais. On ne va pas parler à un jeune actif de 25 ans, comme on va parler à une personne active de 55 ans. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes codes. Très bien. Des outils existent, Alix Bicep, pour mesurer l'impact de sa communication politique sur la toile. Des outils de plus en plus pointus. On peut se tromper royalement hein, si on navigue à vue. Mais clairement, certaines personnes ont des habitudes de... Les deux extrêmes en tout, l'extrême nuit. Certaines personnes vont publier beaucoup. Aucun intérêt. Chaque publication a une durée de vie qui peut être de 1, de 2, de 3, de 5 heures en fonction de la viralité de celle-ci. Si je tue une publication au moment où elle prend son envol en termes d'audience, je casse mon impact. Donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de publier beaucoup ou pas de publier pas beaucoup, c'est de trouver le bon dosage. Et ça, aujourd'hui, que ce soit les différents réseaux qui fournissent un certain nombre de statistiques ou des outils complémentaires qui existent sur le marché plus ou moins simples, on est en capacité d'avoir énormément de données pour pouvoir mieux comprendre l'impact de ce qu'on fait et mieux après être en capacité à diffuser le bon contenu pour la bonne audience. Quel piège les candidats doivent-ils éviter ? Comme je viens de le dire. Mis à part le trop, le pas assez. La communication compulsive. Oui, la communication compulsive, là, clairement, il faut arrêter, ça ne sert à rien, à part à se faire plaisir, à faire plaisir à ses militants. Mais comme on l'a dit... Se rassurer, plutôt. Se rassurer. Mais comme on l'a dit, les militants votent. Oui. Donc, ce n'est pas là que le secret va être. Donc, le premier piège, c'est de ne pas en faire trop ou de ne pas en faire assez. De la même manière, une page Facebook d'une équipe électorale qui n'a pas suffisamment de contenu peut donner l'impression que cette équipe ne travaille pas. Donc il faut trouver le juste dosage. L'autre piège à éviter, c'est quoi? Que on peut tout dire sur tous les réseaux à tout moment. On ne va pas parler de la même manière sur Twitter, de la manière dont on va parler sur Instagram que sur Facebook. Déjà, chaque réseau a ses spécificités en termes d'usage. Oui, sans l'écriture. Il y en a qui sont sans l'écriture. TikTok, si on fait un long texte sur TikTok, on est passé à côté. Et il y en a qui ont des usages aussi, des communautés différentes. Donc il faut être en capacité à s'adapter sur ces différents réseaux. Et l'autre chose, ne pas penser que la stratégie classique peut être simplement dupliquée. Il y a un paradigme, il y a une approche qui est différente, qui est complémentaire à mon sens. Je ne dis pas que le digital s'oppose au traditionnel. Je dis que le digital vient de manière complémentaire, mais nécessite d'avoir des adaptations claires, nettes et précises. Oui. Pour moi, c'est les trois gros principaux risques. Et penser que c'est facile. Penser que
le premier venu peut être en capacité à animer une page Facebook. Parce qu'il y a une différence entre pousser du contenu, ça tout le monde est en capacité de le faire, et une différence entre remonter sur ces 3 actes que je viens de citer, les statistiques, la segmentation et la stratégie, pour pouvoir adapter après ces propositions de contenu. Donc vous êtes en train de nous dire que ça ne s'improvise pas? Community manager, non, il y a des formations pour ça. Il y a des personnes qui se forment 1 an, 2 ans, 3 ans pour du marketing digital. Moi, c'est une formation de 5 ans. Je ne dis pas, encore une fois, que l'outil n'est pas accessible. Ce que je dis, c'est que la manière de faire après nécessite une méthode. Oui. De la même manière que n'importe qui peut être journaliste. Oui, à qui me dites-vous? Des structures comme la vôtre, Alex Biceps, sont très sollicitées en ce moment, plus qu'en temps normal ou pas? Hop là. Excusez-moi, oui. Je descends. Aujourd'hui, clairement, les structures comme les nôtres, pour la plupart, les spécialistes du numérique, ne sont pas, à mon sens, sur le devant du front. Aujourd'hui, on a plutôt, pour être très transparent, des structures de communicants classiques qui sont habituées à, je dirais, à travailler sur les périodes de campagne électorale et qui amènent cette compétence en plus. Parce que, à mon sens, il y a une priorité qui est faite et c'est tout à fait normal. On travaille avec les personnes avec qui on a l'habitude de travailler et à qui l'histoire nous montre qu'on a réussi à faire des choses. Donc c'est par fidélité, par confiance, par réassurance, affinité. De la même manière qu'en dehors de la partie politique, certaines activités continuent à faire du 4x3 dans tous les sens. Encore une fois, pour moi, le 4x3 est très efficace dans certains cas. On a un champagne à vendre, on a un produit qui a un prix fort à mettre en avant. Le 4x3 a fait ses preuves. Après, par contre, quand je fais un événement et que je vais mettre mes 50 partenaires en bas du 4x3, à quel moment quelqu'un en voiture va voir ce 4x3? C'est évident. Pour une bonne stratégie digitale, il faut mettre le prix? En tout cas, il faut mettre les ressources. Il faut avoir les hommes. Il faut avoir la capacité d'avoir la bonne équipe. Après, je ne sais pas si c'est une histoire de prix. Exemple, en campagne électorale, certaines personnes sont bénévoles en ayant les compétences. Dans d'autres cas. Et sur la toile, c'est H24. Et sur la toile, c'est H24. Donc, c'est pas qu'une histoire. C'est pas qu'une histoire. Je veux pas qu'on s'arrête au prix. Ce n'est pas qu'une histoire de prix. Il faut mettre les moyens. Les moyens, il faut mettre des ressources financières, il faut mettre des ressources humaines, il faut mettre des ressources techniques. Il faut mettre les moyens. Tout est question de message, de timing et de réactivité, de créativité aussi. Il faut surprendre sans que le marketing politique ne prenne le pas. Je ne suis pas sûr que la question est un peu ténue et complexe. En fait, il faut surprendre. À mon sens, sur les réseaux, il faut plus que jamais être honnête. Si on fait du marketing politique, il faut assumer le fait de dire qu'on fasse du marketing politique et montrer l'objectif dans lequel on va. C'est un peu ce qu'on voit là, non? Enfin, quand on analyse un peu les forces en présence, il y a une arrivée brutale du marketing politique dans ces élections. Mais est-ce qu'il y a la transparence dont on parle? Ah, ça, c'est aux électeurs de le mesurer. Oui, en réalité, oui, on n'a jamais eu, je dirais, de messages, de visuels, d'éléments construits dans une stratégie logique, pensée, on le constate, avec vraiment une ligne éditoriale très claire dans une campagne en Guadeloupe. Là, pour moi, il y a une liste, je n'ai pas la citer, mais il y a une liste qui commence aujourd'hui à avoir une vraie ligne éditoriale, une vraie charte éditoriale sur les réseaux. On a vu l'évolution sur plusieurs semaines. C'est ça. Est-ce que ça, c'est l'exemple? On ne va pas la citer, évidemment. Est-ce que c'est l'exemple? Je dirais que oui, parce qu'on voit aujourd'hui l'audience qu'ils ont. On voit aujourd'hui comment... paradoxalement, on a une liste traditionnelle, plutôt de gauche, plutôt de fédération, qui essaie de prendre le pas, qui publie beaucoup de contenu, et derrière une liste plutôt de socioprofessionnels qui arrivent et qui, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens, arrivent à avoir une audience quasi similaire. On l'a vu sur nos chiffres. Donc, quelque part, ils ont su, dans un premier temps, interpeller, ils ont su, dans un second temps, fédérer, et ils arrivent dans un troisième temps à
toucher leur communauté avec des contenus de valeur ajoutée. Oui. Donc, la chose n'a pas été prise tout de suite. Parce que, et ça, c'est un autre point. On a tendance à penser un peu comme en période de campagne, je commence à faire mon meeting et je prends le digital un peu uniquement sur la campagne officielle. Mais pour avoir une audience qui soit percutante et efficiente réellement, il faut l'avoir travaillé en amont. De la même manière que classiquement, les différents maires ou les conseillers régionaux travaillent leur communauté physique. Ils ne commencent pas un mois avant, ils ne commencent pas 2 mois avant. Oui, oui. Les tractations commencent des mois, voire une année avant. Et c'est ce point, en fait, qui, à mon sens, va manquer aujourd'hui à pas mal de listes. C'est ce point qui va faire que, selon moi, le digital va devenir une clé réellement à la prochaine élection, et non pas sur celle-là. Celle-là va mettre en exergue les lacunes. On a une bonne évolution déjà depuis 2015. Là, c'est une deuxième étape. Là, c'est une deuxième étape qui va faire que les partis vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus se dire uniquement « Bon, ben, je prends le CM, on l'embauche un mois avant les élections, on le paye tant, et on va gagner l'élection. Ouais. » Non. Ben, c'est comme dans la vie d'avant, à l'approche des élections, on ne ratait pas une veillée. C'est un peu ça. Les 2 mois qui précèdent, c'est exactement ça. Présent. Voilà. La transformation digitale est un enjeu donc pour les entreprises. La transformation de l'audience numérique que l'on peut avoir en vote dans les urnes, les autant. Et ça, c'est valable pour tous les candidats, pour toutes les listes. Oui. Oui, parce que, je le disais, le premier point, il faut réussir à interpeller, il faut toucher l'attention de l'individu, le fédérer, l'animer et le garder propre pour l'amener où? L'amener au niveau du jour J dans les urnes. Et pour ça, il faut réussir au-delà du fait, j'ai capté ton attention, mais je vais créer une relation de confiance avec toi. Et c'est là où ça renforce la complexité du maniement des réseaux sociaux. Parce que, comme on l'a déjà vu, un bad buzz peut être vite parti. Ouais. Très, très vite. Une erreur de clic. Moi, hier, j'ai diffusé un flyer que je ne devais pas diffuser dans mes stories WhatsApp. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Un flyer. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça nécessitera d'avoir déjà en interne une vraie montée en compétence des équipes. Et une parfaite maîtrise des outils. C'est ça. Compréhension avant maîtrise. Même s'ils ne maîtrisent pas, mais au moins les comprendre. Comprendre les codes, comprendre les thématiques, comprendre les prises qu'il faut avoir. Après, tu ne maîtrises pas. Tu peux voir tout bon communicant, une fois qu'il est bien briefé, qu'il est bien cadré, peut potentiellement gérer une campagne sur les réseaux sociaux. Mais il y a une montée en compétences nécessaire des équipes décisionnelles aujourd'hui. De la même manière que sur les entreprises, la clé de la transition digitale, c'est l'équipe de direction. Pour moi, en campagne politique, la clé d'une transformation digitale, c'est également l'équipe de direction politique. Parfait. Merci à vous, Alex Bicep, d'avoir répondu à nos questions. Merci Éclair. Franc Parler revient dès demain sur Éclair TV. Merci pour votre fidélité.